quoi serait Toré? Bien, c'est pas encore un appel au repas, car vous avez constaté que le café vous est passé sous le nez parce qu'il y a eu du retard à l'allumage. Il est là maintenant, mais ça ne sert plus à rien. Et nous espérons que le déjeuner soit à l'heure. J'ai avancé le déjeuner d'une demi-heure, de telle manière à avoir quand même un délai de pondération suffisant pour que nous ne mourions pas des tentures d'inémission. Question pour le professeur et ensuite donc pour Elisabeth Guizot. Vous avez parlé de la naissance d'un petit frère, mais vous n'avez pas parlé du grand frère qui est handicapé. Vous avez parfaitement raison, madame. Et c'est deux situations totalement différentes. L'enfant, le tout petit, tout à fait normal, n'est-ce pas, arrive au monde et dans la famille, il y a un aîné qui est handicapé. Pour lui, ça fait partie de sa vie, si vous voulez. Il ne va pas découvrir, il va découvrir ce grand frère ou cette grande sœur handicapée en même temps qu'il découvre ses parents, etc. Pour lui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait différent de la situation inverse, où c'est un nouveau-né qui arrive alors qu'il est le numéro 5 ou le numéro 6. Il n'y a pas de présentation particulière à faire de cet aîné qui est handicapé. C'est là encore Pierre ou Gaël qui va découvrir progressivement. Alors, moi je voudrais ajouter, il y a beaucoup de questions. J'ai recueilli toutes les questions que vous avez posées à l'Institut. Et à ce propos, attention, vous l'avez exprimé plusieurs fois, aux grandes sœurs qui prennent en charge très volontiers ce petit qui est handicapé. Non. Elle a sa vie à faire, ou il a sa vie à faire. Ce sont les parents qui sont responsables et pas les frères et sœurs. Donc, vous êtes en présence d'une grande sœur qui n'a qu'une idée, c'est de protéger, de faire à la place, etc., et de se sentir responsable. Quelquefois, des grandes sœurs sont toutes prêtes à y consacrer leur existence entière. Refus de se marier à l'idée de quitter ce frère ou cette sœur handicapée. Non. Là, vous, parents, soyez vigilants et permettez à cette grande sœur de faire sa vie, encore une fois. Et quelquefois, il faut carrément mettre les points sur les i, donc tu vas aller en vacances avec tes amis, tu n'as pas à renoncer à tes vacances à cause de ton frère. Hein? Et d'ailleurs, d'une façon générale, vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est passé cet hiver à propos du film sur les maltraitances. Et j'ai réagi immédiatement via l'Académie de médecine et on a fait paraître un avis suppliant la création des haltes temporaires. C'est-à-dire, vous, parents, que vous puissiez confier pour une soirée votre enfant, quel que soit son âge, pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir aller au concert avec votre mari. Pourquoi ne pas confier cet enfant pendant quelques jours à un organisme quelconque pour pouvoir partir en vacances avec tous les deux, le couple et les autres enfants. Évitez au maximum, ah ben non, là on ne peut pas monter à, je ne sais pas, vous êtes à la montagne, ah ben on ne peut pas monter à 2000 mètres à cause de ton frère. Ou bien on ne peut pas aller faire de la plongée sous-marine à cause de ton frère. Non, non. Il faut trouver des solutions. Et moi je supplie les pouvoirs publics, mais ce n'est pas facile, de multiplier les possibilités de haltes temporaires. Je crois que c'est très important, non seulement pour le couple, pour l'équilibre du couple.
je vous en supplie, et d'ailleurs, ceux qui viennent à la consultation, vous m'avez entendu 50 fois le dire, monsieur, je vous en supplie, arrangez-vous pour partir en vacances pendant quelques jours avec votre femme. Celui qui va en bénéficier le plus, c'est finalement votre enfant handicapé. Donc, qu'on multiplie ces possibilités. Merci. Nicolas Châteauneuf, je suis papa d'Arthur, qui est l'aîné, qui a 5 ans et demi et qui a une trisomie 21, et d'Alexandre, qui a 2 ans et demi. D'après votre longue expérience, professeur Rétoré, comment est-ce que les parents gèrent le passage un peu délicat où le cadet avance à une vitesse parfois assez fulgurante sur certaines acquisitions et on arrive parfois peut-être à générer chez l'aîné peut-être un sentiment de frustration ou de différence, parce que cette prise en compte de cette différence, elle arrive à un moment donné. Et moi je suis dans le plein dedans en fait. C'est une prise de conscience pour l'aîné qui n'est pas forcément évidente. Alors voilà, ma question c'était, au vu de toute votre expérience, est-ce que vous avez vu des manières de gérer de la part des parents différentes, plus efficaces peut-être certaines que d'autres? Voilà, merci. Alors, attention, votre question, l'enfant handicapé à 4 ans, comment gérer ça vis-à-vis de l'aîné qui a 15 ans, ou le contraire? C'est le contraire. En fait, c'est comment est-ce que vous avez vu les parents... Attendez. Je répète. L'aîné a 5 ans et demi, le cadet a 2 ans et demi. Ah bon? L'aîné a une trisomie 21. Et donc, par exemple, je prends l'exemple de la parole. Le cadet commence à enfiler, à faire des grands discours. Et l'aîné, évidemment, écoute ça avec grande attention. Et oui, monsieur, vous avez tout à fait raison. Et plus on va avancer dans l'art, plus les problèmes vont se poser. L'un des problèmes les plus délicats, c'est encore une fois la conduite automobile. Ce petit enfant, celui qui a 4 ans et demi, trisomie, il a vu naître son petit frère, il a vu faire ses premiers pas. Et puis un beau jour, c'est le petit frère qui a le volant et pas lui. Et là, il y a des sentiments, il peut y avoir des sentiments de révolte, de frustration, et moi, etc. Et ça se prépare au jour le jour avec l'ensemble de la famille. Alors c'est vrai, le petit frère, mais surtout, ne bloquez pas le petit frère. Il a parfaitement le droit d'être le premier de sa classe, d'être beau, d'être intelligent, d'aimer les filles, de faire sa vie. Et ça, il faut le répéter sur tous les tons. Aussi, si ça soit d'ailleurs un garçon ou une fille, peut-être plus encore pour les filles. Et puis, ben oui, c'est vrai, ton frère, là maintenant, il fait du vélo, et toi, tu es au tricycle, mais tu sais. Alors, à vous de rendre positif le tricycle. Il faut qu'un tricycle, qui est contrairement au vélo, qui a 2 roues, le tricycle, il a 3 roues. Mais transformez-le en torpedo. Il faut qu'il y ait derrière la siège du tricycle, qu'il y ait un fanion avec un gros lot, on va transformer là, que le quartier entier a envie de cette torpedo. Alors que l'autre, il est un vulgaire vélo. Voilà. Alors, il faut toujours arriver à trouver le côté positif de la chose. Tu ne peux pas conduire, mais tu peux faire du vélo. Tu ne peux pas faire de la plongée sous-marine, mais tu peux nager. Et puis, découvrez, je vous en supplie, les qualités. Les qualités de ce frère qui est handicapé. Il a des qualités que je n'ai pas. Il a des dons, il a des goûts. Et c'est ça qui est important. Je crois que la plus grande conséquence de la découverte de la trisomie 21 par M. Lejeune, ça a été de pouvoir affirmer aux parents et aux intéressés que la valeur de la personne est intacte. La qualité de la personne est intacte. La qualité, alors,
maintenant ça va être la généticienne qui parle, la molécule d'ADN est strictement normale. Strictement normale, c'est simplement la répétition d'une partie de l'information. Mais il n'y a pas d'erreur, la qualité est normale. Donc, la valeur de cette personne est intacte. À vous de découvrir ses qualités, ses défauts, pour lui permettre de devenir l'homme ou la femme qu'il est réellement. D'où l'importance de la scolarité et peut-être surtout l'importance de l'orientation professionnelle. C'est pas parce que je suis handicapé que je suis doué pour le conditionnement. Je suis désolé, je dis ça devant des responsables de l'ESSAT. Il faut trouver justement des activités de travail quand ils sont adultes qui épanouissent leur personnalité. Oui, bonjour professeur, je suis Hélène Simal, maman d'une petite Julie qui est âgée maintenant de 12 ans et qui est porteuse d'une anomalie chromosomique 22 en anneau. Alors, vous avez évoqué effectivement le cas de la détection, de la découverte du handicap au moment de la naissance, mais il y a d'autres situations telles que j'ai pu le vivre pour Julie, où le handicap n'est découvert et n'est annoncé que plusieurs mois après la naissance de l'enfant. Et là, effectivement, je ne sais pas si la situation est plus difficile ou moins difficile que dans le premier cas que vous avez évoqué, mais je dirais, la situation est différente puisque là, c'est le doute et la désillusion qui se mettent en place au fil des semaines, au fil des mois où on vit aux côtés de son enfant, où on voit qu'il ne peut pas vivre de la même façon, il n'évolue pas comme le petit bébé de son âge. Et là, dans cette situation, comment accompagner en disant les bons mots aux parents, comment transformer finalement la notion de retard, puisqu'au départ on ne parle que de retard, à l'annonce et le terme qui est douloureux à entendre quand on vous annonce la première fois qu'effectivement votre enfant est porteur d'un handicap. Comment accompagner les parents dans cette situation? Bien sûr, madame, vous avez tout à fait raison et vous soulignez l'importance de la formation, non seulement des médecins, mais des éducateurs, des paramédicaux et des responsables de foyers, des SAD, de tout ce que vous voulez, d'IME. Alors, c'est devant cette carence de formation par la faculté de médecine, nous sommes dans les locaux de la faculté de médecine, par là, mais c'est vrai que dans le cursus universitaire d'un médecin, je crois qu'il y a 2 heures actuellement de formation vague du handicap. Alors c'est pourquoi on a inventé, et la suivrière de cette invention, c'est Anne Bonnet. Vous pouvez vous lever, Anne, merci, de façon que tous les parents puissent l'interroger tout à l'heure. Nous avons inventé ce qu'on appelle Intellicure, que vous pouvez consulter sur votre site internet. Et le premier enfant d'Intellicure est un diplôme interuniversitaire, une formation. Donc tous ces problèmes que vous venez d'évoquer, de diagnostic, d'accompagnement, tout ce que vous voulez, une formation d'un diplôme universitaire. Nous sommes à la 7e promotion et c'est une formation qui se fait en même temps pour les médecins, les éducateurs et les responsables de foyer, où on apprend, on essaye d'aider tous ces professionnels à devenir compétents dans tous les domaines, y compris dans le domaine de diagnostic. Et c'est vrai que cette période d'attente du diagnostic est absolument épouvantablement douloureuse. C'est vrai pour le handicap mental, mais c'est vrai quand on vous fait une biopsie, je ne sais quoi, et qu'il faut attendre le résultat de la biopsie. À partir du moment où on a un diagnostic, l'angoisse de l'inconnu disparaît. Ça ne console pas, mais au moins. Donc, merci d'avoir posé cette question. Ceux qui seront intéressés par le diplôme interuniversitaire, vous vous adressez à Madame Bonnet qui va passer la journée avec nous.
Bonjour, je voudrais juste réagir à ce que vous venez de dire sur l'annonce décalée du handicap. Moi j'ai un petit garçon, enfin 3 enfants, dont un avec un porteur du syndrome de Smith-Magenis, microdélétion de 17. C'est hyper difficile, je suis d'accord, j'ai vécu les mêmes choses, je pense qu'on est nombreux dans cette salle, mais moi je vis ça comme une chance. On a eu ce diagnostic à 3 ans, après une cohérence. Il a 3 ans. Il a 3, non, il a 9 ans, mais on a eu un diagnostic génétique à 3 ans, parce qu'il n'avait pas les formes malformatives ni morphotypées, donc on est passé à côté, malgré des troubles du sommeil, des troubles enfin tout le panel de ce qui allait bien. Sauf que la littérature sur le Smith-Magenis, elle est vieille de 20 ans. Ce qui est décrit dans le syndrome est absolument épouvantable. Quand vous lisez même un descriptif médical, c'est à se jeter par la fenêtre. Parce que personne n'a écrit sur le sujet, que les cas qui ont été décrits il y a 20 ans sont les cas les plus lourds, parce qu'on n'avait pas de diagnostic génétique fin pour voir cette microdélétion. Et nous, c'est une chance, parce qu'à 3 ans, quand on a eu le diagnostic, et que je me suis dit, non, on va pas pouvoir faire ça, on va pas pouvoir faire ça, on va pas pouvoir faire ça. Je me suis retournée, j'ai dit, je faisais quand la semaine dernière? Je faisais comment il y a 1 mois? Je faisais comment il y a 2 mois, il y a 1 an? Je faisais. Et ça permet de sortir vraiment des petites boîtes dans lesquelles on aurait tendance naturellement à mettre nos enfants à ce genre d'annonces. Et je plains de tout mon cœur les annonces anténatales, même si on avait eu des menaces pendant toute la grossesse. Je plains de tout mon cœur parce que, vous, les parents qui avez eu ces diagnostics en anténatal, vous forcez mon respect. Nous, d'une certaine manière, on a entre guillemets pas eu le choix. Et on est heureux de ne pas avoir eu ce choix dans la mesure où on a pu avoir l'expérience de notre enfant, ses qualités, ses défauts, sans avoir un syndrome porté dessus. Donc je comprends la question, mais sachez que c'est une chance, vraiment. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bonjour, je suis Christian, papa d'une jeune... Bonjour. D'accord. D'une jeune fille, Camille, qui a 2 ans. Et je me pose beaucoup de questions, pas tant sur la prise en charge médicale, qui est, je trouve, satisfaisante, mais c'est toutes les méthodes d'apprentissage auxquelles on peut être confronté. Donc c'est une question un peu pour toutes les deux, à savoir s'il y avait, par rapport au retour d'expérience de professionnels liés à l'éducation de l'apprentissage ou des évaluations scientifiques sur les apprentissages de type Montessori, Macathon, etc. Parce que je suis membre d'une association et avec les parents de jeunes enfants, on confronte nos expériences et on se rend compte qu'elles sont toutes différentes, parce qu'on s'adapte au rythme de l'enfant, etc. Et par rapport à nos convictions aussi. Et des fois, j'ai l'impression que certains parents partent dans des délires de surstimulation ou de sous-stimulation. Enfin, bref. Et je voulais savoir s'il y avait des caps ou des conseils. D'accord. Madame Bedbrook va vous répondre sur le point technique dans quelques instants. Moi, je voudrais souligner la difficulté que certains parents peuvent rencontrer parce qu'ils sont bilingues, parce qu'il y a 2 langages différents dans la famille. On parle français à l'école, mais on peut parler italien ou arabe à la maison. Et là, ça n'est pas sans poser des difficultés. Les enfants ordinaires et débrouillent, tant mieux pour eux. Comme ça, ils sont bilingues de langue maternelle, c'est au contraire un plus. Mais pour certaines familles, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, tout ce qui tourne autour de l'orthophonie, des apprentissages, monsieur, doit tenir compte de ces 2 langages et ces 2 manières de vivre aussi. N'oubliez pas dans cette aventure des grands-parents. Il y a pas mal de grands-parents, de mamies qui ne savent pas parler le français. Et donc, il faut y penser. Ça complique l'éducation. Madame Bedbrook va certainement prendre l'affaire. Ce qui est difficile dans l'éducation de ces enfants handicapés, c'est qu'il n'y en a pas 2 pareils, et c'est vrai que d'une personne à l'autre, il y a une variance considérable. On fait une différence, c'est le jour et la nuit, entre le handicap mental et la sottise. On peut être handicapé mental et
parfaitement et même supérieurement astucieux, comme on peut être ordinaire et être parfaitement ballot. Bon, ça, il n'y a qu'à aller à la poste, on s'en rend compte tout de suite. Et donc, les enfants supérieurement astucieux qui sont handicapés, je vous assure qu'ils profitent absolument de tout ce qu'on peut leur proposer. À nous de leur donner envie. Je crois qu'à propos de ce mot « envie », il y en a un qui m'habite en permanence lors des consultations et peut-être surtout lors des premières consultations, c'est le terme « convoiter ». Comment faire convoiter cet enfant, qui n'est certainement pas tel que les parents avaient pu imaginer, comment le faire convoiter à la maîtresse d'école et non pas l'imposer. Parmi les questions qui m'ont été posées là, il y a plusieurs fois, ça revient à plusieurs reprises. Comment imposer mon enfant qui est autiste à l'école ordinaire? Non, ça elle est sûre de rater comme ça. Il faut faire convoiter ce petit, qui peut être un petit peu porté sur le déménagement, mais le faire convoiter à la fois par la personne qui s'occupe de la gymnastique, par la personne qui s'occupe de la cantine, etc. C'est tout un art. Et je crois que c'est ça le secret de la réussite. Alors, pour y arriver, autre question, comment le rendre aimable, agréable à aimer et capable d'aimer? Et ça se fait dès les premiers jours de la vie, j'allais dire, la façon d'habiller, de le coiffer. Moi, quand j'ai le petit trésor dans les bras et que je fais toc-toc à la porte de la chambre de maternité où il y a papa et maman, alors je suis en connivence avec le tout petit, je lui dis mon poussin, il faut qu'on y aille, pas? Alors je compte sur toi. Alors on se regarde, curieusement il y a une connivence. Et le mot qui m'habite, c'est comment te faire convoiter à papa, maman. Et j'essaye à ce moment-là de présenter, on est d'accord tous les deux, pas? On essaye de se présenter tous les deux à papa et à maman, et j'essaye de les aider à rendre aimable ce tout petit qui va devenir un grand, entrer à l'école. Là je passe la parole à Madame Béco. Si vous me permettez, je voulais rebondir, mais ma question s'adressait aussi à Mme Toré dans le cadre scientifique. Attendez, pardon, je ne sais pas. Excusez-moi, ma question en fait s'adresse à vous deux. Donc il y a une partie retour d'expérience, il y a l'apprentissage, etc. Et il y a une partie évaluation scientifique. Je voulais savoir, depuis le temps que la trisomie existe, il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Est-ce qu'il y a des évaluations scientifiques qui nécessitent un protocole, etc., ou certaines méthodes d'apprentissage, ou pas du tout? Et c'est le fait que de retour d'expérience de professionnels de l'éducation. Je ne pense pas, enfin, actuellement, je me trompe, mais je ne pense pas qu'il existe vraiment d'évaluation sur telle ou telle autre méthode par rapport aux élèves qui ont une déficience intellectuelle dans l'école en général. Quel que soit, enfin, je ne m'adresse pas, enfin, c'est pas que pour les enfants porteurs de trisomie, il y a des méthodes s'appliquent à tout type d'enfants. Dans les différentes méthodes, de façon générale, dans les différentes méthodes, bien sûr que oui, il y a des études qui ont été faites pour savoir si la méthode Montessori ceci, si la méthode, je ne sais plus, enfin, les différentes méthodes, il y a, parce qu'en fait, finalement, ces études doivent être faites pour qu'elles soient agréées par l'éducation nationale. Alors, c'est pas toujours le cas, en fait. Hein. Mais je rebondis, moi, sur un mot que vous avez utilisé, la surstimulation. Alors là, non. Parce que la surstimulation, à part vous fatiguer, elle ne va pas servir franchement à votre élève, à votre enfant. Alors, moi, je n'applique pas parce que j'ai envie de... Non, mais bon, je parle en général. J'ai rencontré des parents qui appliquent des méthodes parfois un peu ésotériques, on va dire. Mais non, pas de surstimulation. On sent qu'ils font
des jeux répétitifs pendant plusieurs minutes, voire heures par jour. Et des fois, du coup, vu que nous, on n'a pas trop de conseils ou de guides sur ces apprentissages, je comprends tout à fait qu'on parte dans des travers comme ça. Et je voulais savoir s'il y avait des... Non, il n'y a pas, je ne pense pas, mais moi je vous fais part uniquement, je vous fais part de mes constats et de mon expérience professionnelle par rapport à ça. Je vous parlais tout à l'heure de la petite jeune fille qui savait les tables de multiplication par cœur, mais seulement elle ne savait pas à quoi ça servait. Donc elle avait été vraiment, c'était vraiment le fruit d'une surstimulation. Ça fait bien, ça fait de la vitrine, moi j'appelle ça des apprentissages vitrines, mais vous savez la vitrine, quand il n'y a pas de stock derrière, ça ne sert pas à grand chose en fait, hein. Quand le fond n'est pas bien préparé, quand on met une couche de vernis sur du bois qui n'est pas préparé, le vernis craque de toute façon rapidement, puis après il faut faire le fond. Donc on a tout perdu, et son temps, et son énergie. Donc finalement, il faut vraiment, vraiment préparer. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la connaissance de l'enfant. C'est qui toi? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu sais faire? Et montre-moi ce que tu sais faire. Et puis on va croire en ce que tu sais faire. Et moi, je n'ai pas d'action pour la méthode Montessori, ni la méthode machin ou truc, ce n'est pas ça. Mais finalement, moi, je vais vous donner le nom d'une méthode en fait qui marche. C'est la méthode du bon sens. Alors, il y a une méthode qui est catastrophique, c'est la méthode d'Oman. La surstimulation. Je crois qu'en ce moment, on n'en parle plus trop. Mais il y a des périodes comme ça, où 24 heures sur 24, il y a un programme. De quoi devenir fou, les parents comme les enfants, et surtout les frères et sœurs. La vie n'est plus possible. Alors là, monsieur, il y a eu des évaluations sur le devenir des enfants qui ont subi cette méthode d'Oman, nul. Le résultat a été publié. C'est pas bon. Alors en ce moment, on n'en parle plus. Bon, ça va revenir. Dans mon cursus, moi j'ai eu 4 ou 5 fois un retour de la méthode d'Oman. Il y a des méthodes équivalentes Ah, c'est 24 heures sur 24. de parents d'enfants trisomiques qui ont des enfants il y a une vingtaine d'années qui ont mis en place des méthodes où la stimulation est quotidienne et donc plusieurs heures. Et cette méthode, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, et j'ai des parents dans mon association qui vont faire ce genre de choses. Vous savez, à la maison, Ça m'attriste un peu. si vous permettez, à la maison, dans la vie familiale, eh bien, la stimulation est permanente. Il n'y a pas besoin d'acheter tous les jeux de la terre éducatifs, je ne sais pas quoi, mais on a tout ce qu'il faut sous la main à la maison. Alors profitons-en, quoi, ça fait en fait se lever, apprendre à s'habiller. Eh bien tout ça, ça prend du temps et c'est déjà pas mal. Et puis finalement, la répétition, on s'habille tous les jours, on se déshabille tous les jours. Eh bien profitons de ces situations-là plutôt que d'aller créer d'autres situations qui vont être pour le coup artificielles. Et les enfants ne feront pas de transfert dans la vie courante. Donc ils vont rester coincés sur un truc appris et puis après, ils ne vont pas s'en servir. Ma fille, ma jeune fille, avec ses méthodes de multiplication, était un pur produit de la méthode d'Oman. C'était un pur produit, je vous assure. Et franchement, je lui ai déconstruit sa lecture. À quel point elle le lisait à une vitesse incroyable. Elle déchiffrait parfaitement. Elle lisait à voix basse, mi-haute. Elle ne lisait pas pour qu'on l'écoute. On ne comprenait rien de ce qu'elle disait. Eh bien, je vous assure que j'ai dû déconstruire sa lecture pour l'aider à reconstruire et à y mettre du sens. Je ne peux pas tout dire un truc qu'on ne comprend pas où est l'intérêt. À remettre du sens. Elle avait tous les outils pour lire, mais elle ne savait pas les utiliser. Je voudrais juste apporter un témoignage beaucoup plus de patron de consultation et d'avoir une vue généraliste, parce que je ne suis pas médecin, mais en revanche un peu statistique. Qui dans la salle a un enfant moche? Personne. Nos enfants sont les plus beaux. Quand ils ont une atteinte, l'angoisse des parents, c'est de vouloir trouver rapidement une solution. La médecine n'avance pas vite, donc on va les chercher.
et on va les chercher éventuellement chez des charlatans ou des excités. La consultation à l'Institut Lejeune, je m'y suis attaché pendant des années, mais mes prédécesseurs l'ont fait, parce que j'étais à l'inspiration de la boutique, c'est conservatoré. Lorsqu'on développe une consultation pluridisciplinaire qui nous coûte très cher, puisque de toute manière, toute la partie pluridisciplinaire n'est pas financée par l'État, c'est bien justement pour apporter un certain nombre de données scientifiques et sûres, éprouvées, aux parents. Le Macathon est utilisé à l'Institut avec l'orthophoniste, qui a fait ses formations dessus et qui en voit les effets. Et je pense qu'on ne vous donnera pas de cours de perlimpinpin pour se rendre intéressant. Je pense qu'il faut se rapprocher des professionnels raisonnables. Alors, c'est frustrant, parce que, surtout pour nous, les pères, chargés de famille, on est des rochers de granit, inébranlables, mais non pas parfois, on a un caractère épouvantable, parce qu'on prend tout. Et on veut absolument trouver et maîtriser les solutions. C'est extrêmement difficile. Je pense qu'à un moment donné, il faut passer la main. Alors, passer la main au bon sens, passer la main au sens de la vie, passer la main à la liberté de l'être. Et en matière de traitement, il faut passer la main aux professionnels. Ils se forment bien et ils ont une éthique suffisante pour ne jamais proposer quelque chose qui ne soit pas éprouvé. Quand je vous ai parlé des 2 journées précédentes sur les évaluations, c'est bien cela. Il faut qu'on évalue avec des outils corrects, éprouvés, scientifiques, et non pas des espèces de machins qu'on fait venir de l'étranger ou d'ailleurs, qui ne sont pas homologués en France et qui peuvent faire des catastrophes, ne serait-ce même d'ailleurs par les inadaptations culturelles entre les États-Unis et nous, la Grande-Bretagne. Donc, j'arrête mon propos, mais c'est frustrant. Je pense qu'il ne faut pas faire dans le superlatif, dans le traitement, ou dans l'aide que nous pouvons apporter, nous qui n'avons que l'amour comme langage et comme connaissance, de s'improviser au nom de cela dans un registre d'émotivité fébrile qui risque de faire des catastrophes. Excusez-moi, je me suis... Bonjour, Aude et Mathieu, nous avons 5 enfants et nous sommes parents d'Amélie qui est au milieu de la fratrie, qui est porteuse de Smith-Magenis. Voilà, je voulais réagir au papa tout à l'heure qui s'inquiétait pour son cadet qui prenait les devants de l'aîné. Donc on a été effectivement confrontés, Amélie acceptait très bien d'être derrière ses 2 aînés, mais c'était très difficile à avaler de voir les 2 petites la dépasser, c'est encore difficile. Je dois dire qu'on essaie de prendre du temps avec nos autres enfants, enfin avec chacun de nos enfants en dehors de la présence d'Amélie, et prendre du temps avec eux pour leur expliquer. Voilà, c'est difficile quand ils sont petits, mais je pense qu'ils comprennent petit à petit que chacun a ses domaines de compétences et que nos enfants différents, ils sont merveilleux dans certains domaines, que eux ne les attendront même pas à la chimie. Ensuite, je voulais faire part de notre expérience. On est en train de mettre en place les samedis des amis d'Amélie, où c'est une journée réservée pour elle, où c'est pas nous. Il y a quelqu'un qui gère son planning et elle est invitée dans des familles amies, ce qui lui permet de créer un réseau d'amitié. Elle a 15 ans maintenant, elle aura bientôt 15 ans. Voilà. Et ensuite, je voulais faire de la pub pour les journées des frères et sœurs de personnes handicapées. Il y a ici Florence de l'OCH qui pourrait vous en parler. Je pense qu'elle est là, elle peut se mettre debout, Florence. Voilà. Où c'est un lieu pour nos enfants et puis aussi pour les adultes. Frères et sœurs, ça peut être aussi à tout âge. On avait organisé sur l'île et on avait des personnes de 60 ans. Frères et sœurs où ils peuvent déposer, échanger, s'échanger des bons trucs comme frères et sœurs de personnes handicapées. Voilà. Merci Madame beaucoup de votre témoignage. Effectivement, chez les personnes de l'OCH pour parler
de ces journées des frères et sœurs et des journées des grands-parents. Alors, j'en profite. Et là, je m'adresse essentiellement aux parents dont le diagnostic, pour lequel le diagnostic du handicap de leur enfant n'a pas pu encore être mis en évidence. C'est le cas, et là, de 6 ou 7 sur 10. Alors, ayez le courage de continuer à chercher, en pensant, non pas à un traitement éventuel, bon, mais peut-être surtout en pensant au conseil génétique concernant vos autres enfants, quand ils vont se marier. Il est évident que quand ils vont se marier, le médecin et que madame va attendre un bébé, on va lui dire de quoi vous dites que vous avez un frère ou une sœur handicapée, mais quel est le diagnostic? De façon à évaluer le risque pour elle d'avoir à son tour un enfant handicapé. Donc ayez le courage, tant qu'on n'a pas mis la main sur la cause du handicap, de continuer à chercher, en pensant au conseil génétique des autres enfants. Alors la personne de l'OCH est présente ou pas, non? Elle doit être sur son slide. Donc elle interviendra après. Bonjour. Oui, oui. Moi, j'ai créé récemment un groupe de parents d'enfants handicapés. Alors, pas que trisomiques, hein, puisqu'on est nombreux à avoir des enfants handicapés. Et ma difficulté à moi, justement, vous parliez tout à l'heure de comment faire pour faire convoiter nos enfants plutôt que les imposer. Comment on peut parler aux parents, puisque moi j'y suis pas arrivée, hein, à le faire convoiter, ça n'a pas marché. Mais pour autant, j'ai pas la méthode pour parler aux autres, hein, qui sont aussi dans cette souffrance, qui voudraient imposer leur enfant, ce qui se comprend, hein, d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce que... Et puis aussi, vous parliez de méthodes complètement négatives. Est-ce que nous, parents, pourrions avoir de la part de le jeune une conférence sur comment parler à d'autres parents quand ils viennent nous voir et nous demander des conseils? Voilà. Merci. Merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de recette. Je crois que celui qui va vous aider le plus, c'est l'enfant lui-même. Si vous avez confiance dans le bébé, dans ce petit, pas simplement à la naissance, mais après, si vous avez confiance en lui, si vous êtes de connivence avec lui, il va y avoir une manière pour vous, si c'est un bébé, de prendre ce tout petit dans vos bras, de l'embrasser et encore en le regardant, de le mettre dans les bras de la tante, de la grand-mère, de la voisine de palier, qui est un peu coincée. Et c'est le petit qui fera qui sera l'acteur principal. Alors, bien entendu, la manière de l'habiller, adaptée à sa morphologie. Et ça, c'est facile pour les tout petits, ça l'est beaucoup moins pour les adolescents. Vous savez, quand vous mesurez 1m35 et que vous pesez 80 kg, vous ne pouvez pas aller acheter la robe ou le pantalon dans la grande surface, ça c'est pas vrai. Et moi je rêverais, j'ai beaucoup de rêves, vous savez, mais je rêverais qu'il y ait quelques personnes, enfin quelques entreprises qui justement inventeraient des vêtements adaptés à la morphologie des personnes qui ne sont pas tout à fait ni dans le 44 ni dans le 52, 1m38 et 80 kg, il faut faire un... Bon. Donc, la manière de l'habiller, la manière de lui parler, en le regardant, vous le prêtez, vous le mettez dans les bras et faites-lui confiance. Tandis que il a droit, je veux, je l'impose, non, ça c'est voué à l'échec, sûrement. Donc il faut être patient. Le regard joue beaucoup dans ce cas-là. Un regard, non pas de jugement, mais un regard chaleureux. Et puis ne pas hésiter à mettre la main sur l'enfant ou sur la personne qui est coincée.
Si vous permettez, là aussi je vais intervenir, mais le professeur Ettoré a beaucoup de sentiments et vraiment c'est un guide, même spirituel pour moi. Lorsque vous posez les questions et lorsqu'elle dit, il faut qu'il y ait de l'appétence pour notre enfant, on se heurte toujours à la méconnaissance. L'enseignant qui ne connaît pas, donc qui a peur. L'enseignant qui a peur de faire mal, qui a peur que sa classe, ça lui fasse beaucoup plus de travail, qui a peur de cela, fait que il n'y a pas uniquement le travail de présentation, il y a aussi la facilitation. Et pour vous, c'est un chemin difficile, parce qu'il faut, au départ, non pas imaginer le pire en disant je vais tomber sur une sotte qui va traiter mon enfant plus bas que terre, je vais tomber sur d'autres enfants qui vont me martyriser ou autres. Cela dit, il faut l'imaginer. Et en imaginant cela, je pense que pour une insertion, parce que c'est essentiellement un problème d'insertion, il faut que vous participiez à la formation de ces gens. Et effectivement, ce n'est pas en imposant « j'ai droit », lorsque, par exemple, les méthodes aussi, par exemple pour les sourds-muets, il y a plusieurs méthodes, enfin au moins 2 très connues. On peut, au regard de la loi, imposer la méthode qu'on a choisie. C'est totalement illusoire. Et donc, pour le cas des retards mentaux d'origine génétique, véritablement, il faut expliquer la chose aux interlocuteurs que vous aurez. Et je pense avant toute idée d'inscription de ceci, de cela, lorsque vous aurez vraiment le bon interlocuteur, essayez, et ça c'est c'est l'huile qu'on met dans les rouages. Le moteur est prêt, c'est la loi, les enfants ont droit, mais il faut mettre de l'huile, autrement ça ne marche pas. Et il faut, je pense, se transformer en pédagogue, c'est-à-dire mettre les moyens en connaissance. L'Institut ou la Fondation de Jeunes, mais pour nous au niveau médical, on ne vous dira pas, on ne va pas faire la liste des mises à l'index des mauvais outils. D'abord parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer tous les procès, et ensuite, c'est pas notre but. En revanche, lorsque les parents sont à la consultation, quand ils demandent à être aidés par notre gentille assistante sociale, Catherine, qui est en haut, par l'orthophoniste, et d'abord aussi par le médecin qui, lui, initialement reçoit le patient, véritablement, ces problèmes sont à mettre sur la table assez rapidement. Et là aussi, eh bien, je pense qu'il faut passer la main au professionnel, en faire son affaire, essayer de se former le mieux possible sur ce handicap. L'éducation sexuelle marche très très bien quand on explique médicalement la reproduction. Et c'est pas ça, là. C'est exactement la même chose pour le handicap. Si on explique médicalement ou scientifiquement le handicap de l'enfant, du petit garçon, de la petite fille qui est là, eh bien c'est neutre. On parle d'autre chose, on parle de quelque chose de neutre. Et puis après, eh bien c'est effectivement Pierre-Jacques ou Joseph qui est là, lui, l'objet de notre intérêt, de notre amour, en montrant, on n'a pas à s'excuser d'avoir des enfants qui ont ce handicap-là. On doit au contraire montrer l'amour qu'on leur porte, mais sans aucune démagogie en disant il a le droit et puis vous devez le prendre comme il est et tout. Non, c'est assez délicat. Et là aussi c'est du bon sens. Oui, parce qu'en fait, si je puis me permettre, en fait, tous les autres enfants qui arrivent à la maternelle arrivent aussi comme ils sont. Hein, ça, il faut aussi se dire ça. S'il y a des petits conseils que je peux donner, en fait, moi je vais dans des classes quelquefois parce qu'il y a des enseignants qui me demandent un petit coup de main. Donc j'y réponds volontiers et j'y pensais en écoutant. On m'a interrogé sur le fait que cet enfant en question, eh bien, il ne savait même pas, et le même était beaucoup là, il ne savait même pas venir se ranger quand la fin de la récréation sonnait. Donc,
je lisais, ce n'était pas du tout exprimé par l'enseignante, mais je lisais en filigrane, s'il n'arrive même pas à faire ça, comment voulez-vous que moi j'arrive dans la classe? Et finalement, j'ai repris ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'accompagnement côte à côte, et je lui ai expliqué à cette enseignante comment ça se passait dans sa tête. La première chose, c'est que cet enfant, quand il est sur la cour de récréation, un petit peu paumé quand on est en maternelle, en fait, le signal même de la fin de la récré, il n'est pas en projet de l'écouter. Donc il n'y a pas de sens. Et puis même s'il voit tous les autres s'agiter autour de lui pour aller se ranger, ça ne lui évoque rien puisqu'il n'a pas fait de sens en premier lieu. Donc évidemment, ça ne peut pas arriver. Et l'enseignante, lui expliquant ça, elle me dit, bah oui, mais il voit les autres. Ben, oui, il voit les autres, très bien, il vous rangez, mais moi je n'ai rien compris. Autrement dit, son attitude, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant cette situation? Et vous allez voir que ça va s'appliquer à tout, à plein d'autres situations. Eh bien, 1 minute, alors ça demande un petit peu de temps et puis de l'énergie. 1 minute avant, à peu près, le signal de la récré. Eh bien, aller retrouver son petit bonhomme ou sa petite bonne femme sur la cour de récré et le mettre en projet d'écouter. Alors là, bientôt, on va entendre un bruit. Ça va peut-être te faire mal aux oreilles, je sais que tu n'aimes pas ça. Mais ça va vouloir dire qu'on va aller, on va retourner à la classe, la récré est finie, on ne reste plus sur la cour. On lui dit tout ça. Et ça sonne, effectivement. Ah, ça y est, ça a sonné. Maintenant, on s'en va. Et on prend la main de notre petite bonne femme, de notre petit bonhomme, et on l'emmène, on passe devant la classe de Madame Chaud, de Mademoiselle Attel, etc. Et on arrive avec notre enfant, notre élève, eh bien là où il faut se ranger. Et là, c'est l'AVS peut le faire, l'aide maternelle peut le faire. Il suffit de lui expliquer, de la former à ça.